Bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, mon sujet est le Titanic versus le Nouvel Ordre Mondial. Le capitaine de ce fameux bateau qui a coulé et qui est resté dans les annales maritimes comme étant on peut dire un grave accident maritime et une grave perte de vie humaine qui s'est soldée par des familles qui ont été anéanties, parce qu'il y a eu beaucoup de familles qui ont été brisées à cette époque. Il y a le côté, le facteur humain qu'on m'a reproché dans une de mes vidéos que j'ai expédiée sur le net. Et pour conclure cette partie numéro 2 de la suite du Titanic au Nouvel Ordre Mondial, eh bien, c'est la cerise sur le sundae. Et je vais vous donner un exemple de ma cerise et je vais frapper très fort. On raconte évidemment des histoires sur le destin du capitaine Smith. Il y a des survivants qui ont prétendu l'avoir vu dans l'eau, d'autres qui disaient qu'il s'était suicidé. Des témoins plus crédibles affirmaient qu'il était resté sur le pont et qu'il avait coulé avec son bateau. Évidemment, ceux qui ont raconté ça étaient déjà dans des chaloupes et ne pouvaient pas voir le capitaine en train de couler avec son navire à bord du Titanic. Personne n'a vu au fond. Tous ces témoignages ne sont que des fabulations. Edward John Smith est beaucoup plus que ça. C'est un franc-maçon de l'ordre du Phénix. C'est la loge numéro 144. Et cette loge a abrité des francs-maçons de grand calibre comme Charles Clayton, par exemple, qui était au Congrès américain. C'est un représentant des États-Unis à partir en Californie. Il est né en Angleterre et il faisait partie du même ordre du Phénix que Edward John Smith, le capitaine du Titanic. Et on avait aussi John D. Spreckels, constructeur de San Diego, qui a fait partie, qui est un fils de l'allemand américain des industriels Spreckels Claus, fondé un transport d'immobilier, un empire à San Diego, qui en Californie, vers la fin du 19e et début du 20e siècle. On a aussi John J. Hammond, ingénieur des mines et un diplomate moyen, mais qui était célèbre comme ingénieur minier, surtout et plutôt philanthrope sur les côtés. Et on a aussi John L. Sweet, fondateur du California Public Education. Et on avait, voyez-vous, les francs-maçons s'occupent de tout, hein, la politique, l'éducation, les banques, tout y passe. Et on avait aussi des hommes de la stature d'un adjudant général des armées des États-Unis, Richard C. Drome. Drome était un adjudant général et il faisait partie, lui aussi, de cette fameuse clique de francs-maçons de l'ordre du Phénix. Et on avait aussi Lauren Barrett, qui était acteur de théâtre. Il est né en Irlande, je pense que c'est ça, et c'est un homme qui faisait partie lui aussi on a Thomas Hill, artiste, frère Thomas Hill, 11 septembre 1829, 30 juin 1908, il était un artiste américain renommé du 19e siècle, et etc., etc. Tous des grands hommes. On a aussi le grand orateur qui a sauvé la nation américaine du 17 décembre 1824 au 4 mars 1864. C'était Thomas Starr King, qui était un Américain, était un ministre très influent en politique en Californie durant la guerre de sécession. Thomas Starr King était l'orateur qui a sauvé la nation, etc. Voyez-vous, avec les francs-maçons, on ne trouve aucun hasard. Il n'y a pas de hasard avec les francs-maçons, ce n'est que des plans, des organisations qui sont en cheville avec la grande autorité financière. Et Phoenix Lodge, la fameuse
de San Francisco. Son blason est un oiseau, un phénix, avec évidemment le compas, l'équerre, et le G qui représente le grand maître de l'univers, Jéhovah, qui est nul autre que Lucifer en personne. Et on n'a pas qu'à se poser des questions, à se demander qu'est-ce qui a pu traverser la tête, l'idée plutôt traverser dans la tête de Edward John Smith ce jour-là, et s'il a participé à un plan qui consistait justement à s'aborder le navire, au fond, à l'envoyer directement sur pratiquement pour donner une chance peut-être à quelques personnes. Il connaissait déjà la musique, c'est vrai que les gars laisseraient partir les femmes et les enfants d'abord, vous savez, c'est vraiment british tout ça. Et ces gens-là étaient déjà dans le design social, c'était déjà des gens qui étaient assez capables de fomenter un plan de ce genre-là. Et pour ainsi dire, si on regarde un peu, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais comment il a pu se sauver du Titanic? Eh bien, à l'époque, il y avait les fameux sous-marins qui commençaient déjà depuis la fin du 19e siècle, soit 1895 environ. Il commençait déjà à avoir des sous-marins assez performants. Mais on peut dire que vers le début du 20e siècle, les navires qui pouvaient franchir l'Atlantique dataient de 1909 environ. Et en 1912, il y avait déjà les U-boats de catégorie 9, les U-9, qui étaient capables de faire d'avoir cette capacité d'aller chercher un homme en mer, un agent par exemple, une agenture, le débarquer au bon moment, et évidemment d'un navire, l'embarquer et se sauver, comme ça, en catimini, personne n'a vu. Et ça, c'est très faisable. Il avait une bonne corde, vous savez, au bon endroit, et surtout un navire qui commence à couler, et qui approche l'eau, et c'est facile de s'approcher du navire avec un sous-marin, et d'aller chercher le gars, et de quitter par la suite. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais il aurait pu être vu. Il savait où il y avait des gens qui étaient postés à certains endroits. Il savait, c'est le capitaine. Il était au courant de ce qui se passait sur son navire, même si il y avait quelque chose de grave qui se passait. Qui dit qu'il n'y a pas des gens qui ne l'ont pas vu et qui n'ont pas fini avec une balle dans la tête par les sous-mariniers qui surveillaient et qui attendaient l'agent qui descende. Vous savez, ces choses-là, c'est pas une chose qui est impossible du fait que la technologie existait. Comme vous pouvez voir les images que je vous présente, ce sont des sous-marins qui existaient. Ça existait à cette époque. Il y avait des sous-marins qui étaient capables de faire ça en 1912. Et qu'on dise ce qu'on voudra, c'est la vérité. Et ces sous-marins étaient quand même assez performants. Et on peut dire que en 1910, à l'époque de la construction des premiers sous-marins capables de faire ça, on sait avec certitude que les premiers étaient capables de faire de genre, et on sait que ces deux genres de sous-marins qui étaient capables de faire étaient conçus et construits en très grande quantité dès 1912. L'Allemagne possédait déjà des sous-marins. Les Rothschild et Rockefeller avaient accès à cette technologie nouvelle. Le Titanic se peut fort, évidemment, que l'histoire de la technologie nouvelle des sous-marins qui émergeaient depuis un bon bout de temps et qui étaient déjà sous contrôle des forces navales de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Vous savez, eux étaient déjà derrière, avaient déjà les monarques dans leurs poches, avaient déjà les pays dans leurs poches à cette époque-là. Alors, il est très possible, étant donné qu'ils avaient déjà échafaudé l'idéologie de la Fed et de l'argent-dette, que cette technologie leur servirait pour le plan ultime de fabriquer cette tombe de luxe, le Titanic, et d'appâter ces milliardaires comme Astor pour les amener à être réunis
à bord du Titanic et par la suite simplement s'arranger pour que le Titanic soit prêt, mettons, d'un iceberg et de précipiter dessus. Et si c'est pas suffisant, eh bien lui balancer une torpille et le tour est joué. Évidemment, les gens ne peuvent pas réaliser que à cette époque, les torpilles n'étaient pas très puissantes. C'était pas la même capacité qu'aujourd'hui, et même pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'ils ont peaufiné tout ça. Et une torpille avec une capacité étudiée suffisante pour arriver à toucher la coque du navire d'une manière très précise. Les gens, le tonnage du Titanic, il aurait senti un tremblement à l'intérieur. Les gens n'auraient pas réalisé réellement qu'ils ont été touchés par une torpille. C'est garanti. Et le navire se trouvait par le fond. Ça, c'est des choses qui peuvent être du domaine du réalisable à cette époque, parce que la technologie était disponible et ils pouvaient le faire. La technologie était vraiment disponible à cette époque. Alors, on doit se poser la question, est-ce que le Titanic a une histoire plus complexe que la version officielle le raconte? C'est peut-être dès maintenant qu'on doit se poser la question et faire des recherches. Vous allez voir que, vous allez découvrir que notre cher capitaine est loin d'être un homme parfait et qu'en plus, il faisait partie de cette fameuse loge. Ça, c'est déjà fort. On n'a qu'à penser aussi au jésuite qui a quitté le navire en catimini, lui aussi, et a évité la mort. Et il prenait des photos pour justement informer et pour éviter au capitaine d'envoyer des messages qui auraient pu être interceptés et qui auraient pu compromettre tout le secret de cette opération. Au fond, avec un sous-marin, tout était parfait. Le sous-marin était là pour veiller à la situation, il suivait le navire. Et quand c'était le temps, eh bien, si le iceberg ne faisait pas l'affaire, il le finissait à la torpille, c'était terminé. Et c'est ce qu'ils ont peut-être fait même.